vous présenter votre travail dans le cadre du bureau d'études première année. Et vous avez entre 15 et 20 minutes pour nous présenter votre travail. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer, je voudrais remercier notre encadreur. Ici, nous avons eu l'honneur d'être parmi vos étudiants et de bénéficier de votre riche enseignement. Vos qualités pédagogiques et miennes sont pour nous un modèle. Veuillez bien aussi accepter notre remerciement pour le grand honneur que vous nous avez fait pour d'accepter l'encadrement de ces projets. Merci pour tous les membres du jury d'avoir accepté de juger notre sujet qui est intitulé Étude de stérilisation des instruments dentaires en matière plastique, présenté par Sabia Siwar, Moussa Emeni et moi-même Maki Hassan, encadré par M. Farid Takali. Notre exposé est enchaîné comme suit. Elle est répartie en deux grandes parties. La première partie est concernée de matériaux d'instruments dentaires, dont on parle de matériaux métalliques et de matériaux plastiques. Dans cette partie, on va en conclure par devenir le matériau le plus convenable pour la réalisation de ces instruments dentaires. La conclusion déduite de la précédente va nous conduire à la deuxième partie qui est la stérilisation. Et enfin, on termine par une conclusion présentant les apports de notre étude et les perspectives qu'on va développer dans l'avenir. Introduction. Le monde de la santé évolue très rapidement, d'où la nécessité de moderniser ces instruments, utilisés dans ces domaines. On s'intéresse dans notre projet par les éléments d'un plateau d'examen dentaire, qui sont sondes dentaires, porte-miroir dentaire et préceptes. Tous ces instruments sont constitués en matériaux métalliques. Donc on s'intéresse par suite d'étudier leurs propriétés. D'après les marchés tunisiens, ces instruments sont constitués essentiellement de l'acier inoxydable et de l'aluminium. L'acier inoxydable qui est un alliage de fer, comporte plus une quantité de chrome supérieure à 10,5% et une quantité de carbone inférieure à 1,2%. Il est industriellement élaboré à partir de l'acier recyclé, plus une quantité des éléments appelés feuillage. Puis subit un ensemble d'étapes pour obtenir à la fin l'acier désiré. Il est utilisé pour la réalisation d'une sonde dentaire qui présente un instrument dentaire utilisé par les dentistes pour vérifier l'existence d'une cavité dans les dents. Elle a une forme particulière qui facilite la tâche des dentistes. Encore, elle est utilisée pour le glycel, qui est un instrument de prévention utilisé en odontologie. Encore de même pour le porte-miroir, elle est fabriquée en acier inoxydable. Tous ces instruments, la composition de tous ces instruments en acier inoxydable les acquis de bonnes propriétés chimiques et mécaniques. L'une des propriétés chimiques les plus importantes est la résistance aux collisions. Cette résistance provient de leur faculté à s'autoprotéger par la formation d'une couche, par la formation d'un film complexe d'oxyde et de dioxyde de chrome qui s'appelle une couche passive. Elle est extrêmement mince, de l'ordre de 1 à 10 nanomètres. Outre l'acier inoxydable a des propriétés mécaniques importantes qui sont représentées dans ces tableaux, comme l'élongation à la rupture qui varie entre 12 et 60 pour les différents types d'acier, les modules d'élasticité qui varient entre 190 et 210 gigapascal, la résistance à la traction et la résistance au choc. Ces bonnes propriétés chimiques et mécaniques n'empêchent pas que le prix d'achat de l'acier inoxydable est élevé et que son temps de stérilisation est un peu lent et qu'il peut être corrosé par d'autres agents agressifs.
On passe par la suite au deuxième matériau utilisé, au deuxième matériau métallique utilisé avec lequel on fabrique le plateau d'examen dentaire, qui est l'aluminium. Il s'agit d'un métal malléable et résistant. Il est connu par son recyclabilité totale, légèreté et sa haute résistance à la corrosion. Ceci n'empêche pas encore que son prix est élevé et qu'il participe à la pollution de l'environnement et qui peut être corrosé par des agents agressifs. Il provoque une perte d'électricité lors de son production. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Amani qui va traiter la partie matériaux métalliques, la partie matériaux plastiques. Ma collègue a indiqué précédemment les textes et les temps d'utilisation de ces instruments métalliques, de ces instruments dentaires en métal. Notant le prix d'achat élevé du matériau, le coût de stérilisation qui comporte le coût de produits de stérilisation et le salaire des ouvriers qui vont s'occuper de la stérilisation. On a l'idée de trouver d'autres matériaux à usage unique pour substituer l'instrument de méthode. On a trouvé cette figure, elle présente la position de l'option de plastique par rapport à l'acier et l'aluminium de 1970 à 2006. Le plastique a augmenté de 400% durant ces années, compte 140% pour l'aluminium et 40% pour le plastique. À partir de cette figure, on a l'idée d'utiliser le plastique comme un matériau pour substituer le métal. Or, on a trouvé que dans le marché européen que ceux qui existent déjà en plastique, tels que le plateau d'examen dentaire en polystyrène et les outils, le pince, le porte-miroir et le dessin et en polypropylène. Commençons d'abord par étudier le polystyrène. C'est un matériau très utilisé grâce à sa faible densité et sa mise en forme facile, mais il comporte beaucoup, mais il souffre d'une faible résistance chimique et d'une faible résistance à la fissuration, ainsi que son prix élevé qui a passé de 0,9 € par kilogramme en 2008 à 1,86 à 2014. Passons au deuxième matériau, le polypropylène. C'est le matériau le plus utilisé dans les domaines médicaux. Il est caractérisé par sa rigidité, une bonne résistance mécanique et une bonne résistance aux produits chimiques. Mais le problème avec ce plastique est son prix qui n'a pas cessé d'augmenter au cours des dernières années. Il a passé de 0,77 en 2008 à 1,53 en 2014. Face à ce problème, on a l'idée de chercher d'autres plastiques qui peuvent substituer ces matériaux avec un prix plus bas. On a trouvé ce tableau qui donne le PVC prix 0,96 et le PET 1,47. Dans la suite, on doit étudier ces deux plastiques. Le polychlorure de PVC. On trouve ce plastique partout et il est utilisé dans le domaine médical aussi comme dans la vie courante. Il est caractérisé par sa bonne résistance mécanique et sa bonne résistance aux produits chimiques, mais il comporte des dangers sur la santé de l'homme. Ensuite, le polyéthylène terephthalate. C'est un matériau, c'est un thermoplastique qui est caractérisé par sa dureté et par sa rigidité, aussi par ses bonnes propriétés mécaniques et chimiques. Il
matériau non toxique. Il peut être utilisé en contact avec des produits alimentaires. Dans la suite, on va... Cette figure donne la comparaison entre les matériaux déjà vus. Elle illustre que le PET a des bonnes propriétés mécaniques, donc on peut le considérer comme un bon remplaçant. Face aux propriétés mécaniques de PET, on peut se questionner pourquoi l'industrie n'a pas fait recours au PET. C'est principalement parce que aux années dernières, le PET avait un prix très élevé, donc l'industrie a eu recours au polypropylène, qui procure un bon rapport prix sur propriétés mécaniques, mais à partir de 2011, le prix de polypropylène a augmenté, et contrairement au prix de PET qui a diminué de 1,92 à 1,47 en 2014. Je ne sais pas si tu as une réaction. Merci. Après avoir une idée sur le polyéthylène que nous jugeons un bon remplaçant pour les aciers inoxydables et l'aluminium lors de la fabrication des instruments dentaires, certainement on ne va pas utiliser ces instruments tels qu'ils sont pour les rendre prêts à l'emploi. Il faut s'assurer tout d'abord qu'ils ne présentent pas des dangers pour la santé. C'est pour cela qu'on a choisi d'étudier la stérilisation, qui est un phénomène inventé à la fin du 19e siècle par Nicolas Appert. Cette théorie a été fournie par Louis Pasteur au 19e siècle. Cette technique consiste essentiellement à détruire tout germe microbien par l'augmentation de la température. Précisément, la stérilisation est l'ensemble des méthodes et des moyens visant à éliminer de tout produit les micro-organismes vivants tels que les bactéries et les virus, comme il est indiqué dans la figure suivante, qui nous présente la structure d'une bactérie ainsi qu'un spore bactérien dont la taille ne dépasse pas quelques micromètres. En réalité, il n'existe pas une technique de stérilisation universelle. Il faut choisir entre les différentes techniques existantes, tout en se basant sur les propriétés de l'objet à stériliser. Et puisque dans notre projet, on a choisi d'étudier le polyéthylène, on a trouvé que la stérilisation par l'oxyde d'éthylène est la stérilisation la plus convenable. Donc la question qui se pose à ce stade-là, c'est qu'est-ce qu'un oxyde d'éthylène? L'oxyde d'éthylène, donc, compte parmi les gaz stérilisants les plus efficaces. C'est un gaz au pouvoir bactéricide et lecturicide qui possède les propriétés suivantes. C'est un gaz inodore, incolore, plus lourd que l'air. Sa densité est égale à 1,52. Il se concentre au niveau du sol en cas de fuite. Aussi, la molécule de C2H4O est une molécule très diffusible, d'où ce gaz sera facilement absorbé par le plastique. Donc, la stérilisation par l'oxyde d'éthylène convient pour les thermoplastiques, que ce soit à usage unique ou à usage multiple, et qui sont essentiellement sensibles à la haute température, tels que le polyéthylène et le caoutchouc. Pour ceci, on trouve que 60% environ de la proportion mondiale des thermoplastiques sont stérilisés par l'oxyde d'éthylène. Décrivons maintenant le cycle de la stérilisation. Tout d'abord, on fait une mise sous vide de la chambre de stérilisation. Ensuite, on prépare les conditions du déroulement de la stérilisation, telles que la température qui ne doit pas passer 60 degrés, l'humidité qui doit être comprise entre 50 et 70%, et la durée qui dure généralement entre 5 et 8 heures, et ça dépend de la nature de l'objet à stériliser. Ensuite, on passe à l'introduction du gaz stérilisant, qui est dans notre cas l'oxyde d'éthylène. Enfin, on fait un réglage de la pression qui doit être égal à la pression atmosphérique.
Et on n'oublie surtout pas de faire un système d'absorption qui sera consacré pour l'absorption du gaz toxique s'il existe. À la fin du cycle, certainement, on va remarquer qu'une perte de quelques propriétés mécaniques qui peut atteindre jusqu'à 30% peut être observée, mais ceci n'empêche pas l'utilisation de ces matériaux dentaires, car tout dépend du rôle du composant réalisé dans ces matières. Comme tout processus, l'utilisation est un phénomène qui possède des avantages et des inconvénients. On cite parmi ces avantages l'efficacité de cette stérilisation, la bonne compatibilité avec ces instruments, aussi ce gaz pénètre facilement dans le plastique, aussi la vérification automatique du cycle de stérilisation est facile. On cite les principaux inconvénients pour cette stérilisation qui sont principalement la longue durée de processus. Ainsi, on peut remarquer qu'on peut avoir une inflammabilité et une explosivité. C'est pour cela qu'on doit prendre quelques précautions avant de procéder à cette stérilisation. Pour conclure, je touche les principaux étapes que nous avons expliquées déjà dans notre projet. Notre but au début était de trouver un métaux remplaçant pour les matériaux métalliques afin de fabriquer les instruments dentaires. Nous avons trouvé après une recherche que le polyéthylène est le matériau plastique le plus convenable pour la fabrication de ces métaux, mais ces métaux ne peuvent pas être utilisés par le dentiste que s'ils sont désinfectés. C'est pour cela qu'on fait recours à la stérilisation, et dans notre cas, la stérilisation spéciale par l'oxyde d'éthylène. Comme perspective, nous avons dans notre projet proposé une idée qui peut être très bénéfique pour les dentistes et surtout dans la Tunisie, mais le but de notre projet ne sera pas bien achevé que si on procède à une étude et une conception des moules d'injection pour les instruments dentaires. Merci pour votre attention. Merci à vous pour cette présentation que j'ai beaucoup appréciée avec des éléments clairs. Et je tiens sincèrement à vous féliciter pour la clarté de votre rapport. Il est vraiment de très haut niveau, très bien rédigé. Le sujet aussi est vraiment intéressant, je vous félicite aussi. Je passe la parole à M. Zébrant. Après, je reviendrai pour poser quelques questions. Merci, madame. Donc, également, je tiens à remercier le candidat pour la clarté de exposé, et ensuite pour la clarté du rapport, un rapport très bien rédigé, bien structuré, mais bon, ça n'empêche que j'ai quelques questions, quelques petites rectifications. Donc, bon, pour l'exposé, j'ai juste une seule question, donc pour le diapo numéro 1. Donc ici, c'est juste, vous avez donc vous parlez de la corrosion des aciers inoxydables. Les aciers inoxydables se corrodent par quel type de corrosion à votre avis? Je sais que vous ne connaissez pas trop la corrosion, mais est-ce que vous avez vu qu'il s'agit de quel type? Il peut se corroder par des éléments agressifs. Par exemple, si une solution contient une grande teneur en chlorure, ou bien la température aussi cause la collision de... Non, ici, le type de corrosion, ici, d'après la figure que je vois, c'est une corrosion par picuration. C'est le type de corrosion par picuration. Et le deuxième type connu pour les aciers inoxydables, c'est donc l'oxydation, la corrosion des grains de joint, des joints de grains. C'est les deux types les plus connus pour les aciers inoxydables. Donc, pour le rapport, donc juste, bon, il y a quelques trucs, donc quelquefois, juste, d'orthographe ou de français, donc juste pour l'introduction générale.
Donc, moi, j'aime pas trop le mot plastique, matière plastique. Matière polymérique, c'est plus scientifique. Okay. Et bon, disons. Donc, pour la page numéro 2, donc pour le sommaire, j'ai bien idée, c'est pour, par exemple, si vous mettez un sommaire pour tout le rapport, ça sera plus. Ah, ok, donc, très bien. Ok, donc, j'excuse. Bien. Donc, pour la page numéro 3 du rapport, donc, je note, donc, pour les. Ici, vous dites que l'aluminium est un métal argenté. Donc, ce n'est pas un métal argenté, mais qui a un aspect argenté. Et pour donc. Donc, pour les polymères, vous dites qu'ils participent directement ou indirectement à la protection de l'environnement. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que les polymères, surtout issus du pétrole, donc, il y a donc, un épuisement des ressources naturelles, et en plus, donc, il faut beaucoup de temps pour les polymères pour se dégrader. Donc ils sont une source de pollution. Donc, pour la page 4 dans le rapport, donc, toujours donc, les problèmes de durabilité, ici, vous dites que donc, les polymères sont issus du pétrole. Okay. Et à partir du charbon. Et aussi, il y a des polymères qui peuvent être donc, fabriqués à partir des aliments, par exemple, à partir de l'amidon, à partir de la sucre. Okay. Donc, ce sont des aliments biosourcés. Donc, juste pour page 5, vous parlez de stérilisation à vapeur d'eau et vous mentionnez le ATNC. Donc, vous devrez mettre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est l'ATNC, c'est l'agent transmissible non conventionnel. Okay. Donc, ce sont des protéines donc, infectieuses. Okay. Donc, vous dites aussi que les températures ne doivent pas dépasser 125 degrés. Donc, pour le vapeur d'eau, parce que les polymères ne peuvent pas supporter cette température. Pas tout à fait vrai. Par exemple, le téflon, la température de fission, juste donc, il peut atteindre jusqu'à 204. Okay. Les thermodures, par exemple, ils sont des polymères. Donc, les thermodures, ils peuvent atteindre jusqu'à 400 degrés. C'est pour quel polymère? Ouais, bon, vous avez vu donc préciser que c'est pour les thermoplastiques, et ce n'est pas une règle générale. Okay. Peut-être que pour les polymères, dont vous travaillez. Thermosensibles. Donc, pour page 27, vous dites pour la stérilisation par la vapeur de formaldéhyde que le vide est nécessaire. Il y a un vide, l'établissement du vide est nécessaire. Pourquoi, à votre avis, il est nécessaire? Juste la dernière phrase du paragraphe. Un vide est nécessaire. Il faut vider la chambre, le stérilisateur pour le préparer à la stérilisation. Et entre autres aussi, parce qu'en travaillant sous vide, on va diminuer la température d'évaporisation. Donc, c'est comme ça. Donc aussi, donc, il y a d'autres techniques de stérilisation. Il y a la stérilisation par rayon gamma, la stérilisation par rayon X, la stérilisation par le plasma aussi. Vous pouvez On a cité le plasma. Plasma, c'est mieux. Ah oui, le plasma.
Donc juste des remarques pratiques là. Pour les figures, là, les petites figures que vous avez mis pour le porte-miroir, ça serait mieux donc de mettre les petites figures. Okay. Pour les autres figures, les petites qui existent. Donc, je ne vois pas ce qui empêche qu'on ait un titre à ces figures-là. Dans l'exposé, on a... Oui, oui. Donc ici, vous parlez à la page 13, la résistance au choc. Donc la résistance au choc, c'est... On dit résistance au choc ou à ta matériau, par exemple. Ça. Résilience. Résilience. Ah oui, résilience. Donc pour les matériaux, pour les polymères, vous pouvez utiliser donc les polymères donc, classiques, le PS, PP, le PET et le PVC, et aussi vous pouvez utiliser donc les polymères biodégradables. Donc d'ailleurs vous mentionnez donc les polymères biosourcés donc dans la figure 2.6. Vous mentionnez d'ailleurs ça, donc aussi on peut utiliser donc et Monsieur, on a choisi le prix polymère avec un prix plus bas. c'est parce que le test. Le PET a été... l'industrie n'a pas utilisé le polyéthylène dans les dernières années grâce à son faute de son prix élevé. Mais au cours des dernières années, son prix a été diminué par rapport au polystyrène et au polypropylène qui sont déjà utilisés. Donc on a proposé de substituer ces deux polymères par le polyéthylène. Mais pour le domaine, je pense, si par exemple on ne tient pas compte du prix, pour le domaine médical, ce sera mieux d'utiliser les polymères biosourcés ou biodégradables parce qu'ils sont peu toxiques. Il n'y a pas de la toxicité. Ils sont peu toxiques. Alors que le PET, on n'utilise pas tout seul. On va ajouter donc, des adjuvants, un plastifiant, tout ça. Donc, et ça, ils peuvent migrer. Donc, pour, par exemple, l'application juste pour la porte-miroir et pour porte-outil, bon, c'est pas trop dangereux. Mais par exemple, pour les sutures ou par exemple les râles, tout ça, donc l'application médicale, on utilise des polymères pour les implants. Donc, nous avons bien limité sur le plateau des implants. Ouais. Non, juste pour futur génération. Oui. Mais on est en train d'apprendre ici. Donc, pour les techniques de mise en forme de polyéthylène, donc ici vous suggérez, donc, vous allez utiliser l'injection plastique, c'est ça, donc, pour les différentes pièces. Donc ici vous citez que la technique qui vous intéresse. Okay. Donc, pour la stérilisation, c'est juste le but, c'est quoi? C'est en fait le but de la stérilisation. De désinfecter, de détruire tout germe qu'on a. Germe. Okay. En utilisant le germe, on utilise quoi ici? Sans pouvoir. C'est l'ADN. Oui, l'ADN et l'ARN. Ok, merci. Merci, M. Zé. Donc, je passe la parole à l'encadreur de ce pays. Merci d'avoir accepté de juger ce travail, ainsi que l'effort pour la correction de ce rapport. Si je tiens à remercier le
de constituer ces matériaux avec d'autres matériaux comme le plastique. Et lors de la recherche, on a trouvé que ces matériaux existent déjà, donc ailleurs, ce n'est pas à Tunisie. Donc, puis on a cherché de trouver d'autres matériaux plastiques qui conviennent moins cher. Donc, juste pour répondre à votre question, pourquoi on travaille sous vide. On travaille sous vide, c'est parce qu'à l'intérieur du stériliseur, donc si on ne travaille pas sous vide, il va rester des cavités à l'intérieur du stériliseur, des cavités d'air, donc les bactéries vont être stockées dans cet endroit, donc on travaille sous vide pour éliminer tous les bactéries. Et je vous remercie encore une fois. Moi, j'ai juste quelques petites questions par rapport à la partie micro-organismes, bactéries, etc. Donc, avant cela, donc, moi aussi, je tiens à dire que dans les biopolymères, il y a un grand potentiel. On voit que, bon, il y a le coût des polymères, ça c'est vrai, mais on voit que les coûts, ça fluctue, ça change à fur et à mesure, dépendamment des tendances. Donc, peut-être dans quelques années, les biopolymères seront fabriqués à moindre coût, donc il y a beaucoup de développement là-dessus. Et il y a des gens aussi qui veulent que les biopolymères soient plus existants sur le marché. Donc je comprends votre choix actuel, mais ça reste une voie aussi à creuser. Donc pour la partie stérilisation, vous avez montré une courbe, c'est la cinétique de stérilisation, c'est-à-dire la décroissance des bactéries en fonction de nombre en fonction du temps. Donc c'est pour quel type de bactéries? Parce qu'on sait qu'il y a différents types de bactéries, il y a des bactéries gram plus, gram moins, et c'est deux familles qui n'ont pas la même résistance par exemple à toute stérilisation. Cette groupe est consacrée pour la décroissance bactérienne des bactéries vivantes, comme la figure l'indique. Okay. Parce que les bactéries, elles n'ont pas toutes la même, on va dire, résistance. Il y a des familles qui sont plus résistantes, comme les staphylocoques, etc. Et il y a d'autres familles, comme les Escherichia coli, qui sont des bactéries moins résistantes, qu'on peut tuer plus facilement. C'est par rapport à leur structure extérieure, surtout les parois de la cellule sont différentes. Du coup, on peut les éliminer plus ou moins. Aussi pour la stérilisation, le but c'est de tuer les bactéries, mais ces bactéries elles peuvent être présentes sous deux formes. C'est-à-dire une bactérie individuelle ou des biofilms. Les biofilms c'est une cumulation de bactéries, et là c'est plus dur de les éliminer, parce qu'elles sont encore plus résistantes quand elles sont en groupe. Donc on peut imaginer qu'avec le polymère, on peut injecter des particules, par exemple des particules antibactériennes, qu'elle va minimiser déjà l'accrochage, c'est-à-dire si on élimine déjà à 10% ou 20% de bactéries de s'accrocher sur le plateau ou de se mettre sur le plateau, déjà on peut imaginer qu'on ne sera pas obligé de stériliser le plateau tous les jours. Avec les adjuvants, c'est-à-dire. Ou des adjuvants ou des produits qui sont antibactériens, par exemple. Donc ça va empêcher les bactéries d'adhérer à la surface, et du coup on peut peut-être minimiser les cycles de stérilisation. Ah, c'est à l'usage unique. Dans les cas des articles.